RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, tout simplement bonne année comme le veut la tradition en cette période, même s'il y a longtemps, bien longtemps, l'année commençait en mars avec l'arrivée du printemps et le réveil de la terre, ce qui parlera sans doute à notre invité qui n'a pas oublié ses racines rurales tout en étant devenu un élu urbain, très urbain dans toutes les acceptions du terme. Pour cette première émission de l'année 2023, donc, nous accueillons le sénateur Les Républicains Jean-François Husson, qui occupe le poste stratégique et envié de rapporteur général du budget au Sénat, dit à la Haute Assemblée. Bonjour Jean-François Husson, comment allez-vous ? Très bien, bonjour Philippe. Et bonjour Julie. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Donc la fonction que je venais d'évoquer juste à l'instant, de rapporteur général du budget, on reviendra dessus très largement, parce que c'est une fonction qui vous a particulièrement mobilisé en cette fin d'année 2022, car la session d'automne du Parlement, donc aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale, est consacrée pour l'essentiel, qu'on va dire pour une large part, aux questions budgétaires, avec le vote du budget de la sécurité sociale, plus connu sous l'affreuse acronyme de PLFS, et du budget de l'État. Nous reviendrons sur les conditions d'élaboration de ces budgets, dans un contexte politique pour le moins tendu. Mais tout d'abord, jetons un œil sur parcours du sénateur Husson, et même un peu plus, comme c'est l'habitude, en début d'émission. Vous êtes un jeune sexagénaire, vous venez de me dire juste avant l'émission 6.0, puisque vous êtes né en avril 1961, vous êtes marié, père de 2 enfants étudiants, vous avez été agent d'assurance pendant 20 ans après des études de droit et de sciences politiques. Si votre biographie officielle indique que vous débutez votre carrière politique élective sur le canton de Nancy-Ouest comme conseiller général en 1998, on peut quand même deviner chez vous, enfin quand on lit un peu littérature sur Jean-François Husson, que vous aviez quelques prédispositions, vous étiez même un peu tombé même dans le chaudron politique dès votre plus jeune âge. Vous avez été, pendant vos jeunes années, vous avez fait vos armes, si j'ose dire, chez le général Bijard comme attaché parlementaire, le général Bijard qui avait pour suppléant un certain Georges Husson, qui n'est autre que votre paternel. Voilà, tout à fait. Voilà, donc vous aviez pris goût à la politique, mais vous avez attendu le cap des années 2000, vraiment pour vous investir à fond. Vous avez été conseiller, donc j'ai dit conseiller général, conseiller municipal de Nancy, vice-président de la métropole en charge des questions d'environnement dès 2008. Vous êtes construit un peu une image d'écolo de la droite, qui est quand même pas un thème, l'écologie, qui est un thème qui était considéré comme primordial à l'époque, peut-être davantage aujourd'hui. Vous nous le direz. Et c'est un peu votre fil rouge quand même un peu de votre parcours politique, parce que vous êtes toujours aujourd'hui président d'Atmo Grand Est, qui observe l'atmosphère, qui est un peu l'observatoire de l'atmosphère dans le Grand Est. Écologie et économie ne sont pas forcément incompatibles, puisque vous devenez vice-président de l'économie à la métropole du Grand Nancy en 2014. Entre-temps, bravant tous les appareils politiques de droite, et notamment LR, et notamment Nadine Morano, vous parvenez à vous faire élire sénateur un peu en dissident. Nous sommes en 2011. 6 ans plus tard, c'est embrassant Folleville, ou c'est la voie de la raison, je ne sais pas, mais vous dirigez une liste d'union, vous êtes aussi bien élu. Et j'ai noté par contre que sur votre bio, ne mentionne pas votre appartenance partisane. Vous êtes toujours membre des Républicains ? Oui. Oui. Mais vous ne l'affichez pas forcément, ou ne le prenez pas urbi et torbi ? Non, je ne l'ai jamais affiché. Tout le monde connaît mes convictions. Je suis un homme de la droite et du centre. Voilà, ma filiation, je vous interromps, mais ma filiation, c'est UDF, Parti républicain. Voilà. Je suis de la droite, je suis un espèce de 4 quarts. Je suis de la droite modérée, attaché au libéralisme, attaché à l'indépendance, un peu démocrate chrétien et écolo. Voilà, c'est le personnage. Alors je dis 4 quarts, c'est un peu du tout en un. Vous avez ma ligne de conduite et je n'ai jamais été effectivement
particulièrement un homme d'appareil, même si à un moment, à la demande de Claude Gaillard, j'étais secrétaire départemental du Parti républicain, puis de démocratie libérale. Voilà, chacun trouve, son chemin dans son parcours et choisit la manière par laquelle il peut embrasser des responsabilités. J'ai conscience qu'en n'étant pas forcément un homme d'appareil, le chemin pour réussir est peut-être plus escarpé. Mais vous voyez qu'en faisant son travail peut-être d'une autre manière, il y a aussi la possibilité de se faire une place. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Donc au Sénat, vous avez fait partie ou vous faites partie de différentes commissions d'enquête sur les pesticides, la pollution de l'air. Et je rappelle, vous êtes toujours président d'Atmo. Vous avez été vice-président de la commission des finances en 2017 et en 2020, vous êtes devenu rapporteur général du budget. Sur le terrain, vous avez notamment, vous n'avez pas déserté le terrain, vous n'êtes pas seulement palais du Luxembourg. Vous avez notamment présidé le nouveau SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, jusqu'en 2017. Vous avez présidé l'agence d'urbanisme du Grand Nancy. Comment on s'organise pour gérer toutes ces différentes activités, ces différentes missions ? Eh bien, je pense d'abord qu'il faut faire confiance aux équipes, parce que dans la vie, on ne réussit pas tout seul. Et les élus, ils portent la parole politique et le ou les projets politiques. Et on a des équipes de fonctionnaires qui sont sur la partie technique ou d'acteurs privés. Hein. Parce que quand vous êtes à l'agence d'urbanisme, c'est une association, donc on relève de l'économie d'ailleurs, sociale et solidaire, hein, l'ESS. Donc en fait, c'est une question d'organisation, de travailler dans un cadre, de partager un projet, qui est en général un projet politique. Quand on parle du SCOT, si vous voulez, quand vous travaillez sur les enjeux d'environnement, d'aménagement du territoire, dans une part de mes responsabilités à l'époque, à la communauté urbaine du Grand Nancy, puis à la métropole, mais j'ai été beaucoup plus longtemps à la communauté urbaine, puisque la métropole est récente, il y a une complémentarité. Ayant été conseiller général, qui était davantage qu'aujourd'hui par ses compétences, là aussi une collectivité en charge de l'aménagement du territoire, finalement vous accumulez de l'expérience et surtout vous rendez plus cohérente votre action politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je le dis au risque parfois de choquer, parce que je vois l'amalgame qui est fait entre les responsabilités que vous pouvez additionner et éventuellement ce que certains imaginent comme un appât du gain. C'est pas du tout ça. C'est que pour être fort dans un territoire, et pour un territoire, pour son développement et sa réussite, c'est mieux d'être assis politiquement. Je vais vous dire pour une raison simple. Donc la loi anti-cumul, pour vous, c'était une... c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, avec des élus, ils me disaient, mais en fait, ça veut dire que ce sont plutôt les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires qui gardent la main. Parce que eux, pendant que les élus... Qui gardent ou qui ont repris la main davantage ? Vous le sentez ? Ils la gardaient et ils l'ont forcément reprise davantage, puisque les élus pèsent, je dirais, moins fort ou moins lourd. C'est la raison pour laquelle vous avez accepté d'être aussi, donc, dans le cadre de la loi anti-cumul, ce qui vous permet d'être aussi conseiller régional Grand Est. Oui, parce que il ne vous a pas échappé, oui, je parlais d'aménagement du territoire, on est dans le droit fil. Voilà une collectivité qui, aujourd'hui, gère à une bonne échelle, pour certains une trop grande échelle, mais à une bonne échelle, ces enjeux d'aménagement, de solidarité, de coopération territoriale. Il y a un boulot important à faire entre le sentiment d'isolement, de déclassement, de territoire. On le voit aujourd'hui, on parle de fracture territoriale, on parle de sujet d'émiettement, on parle de dynamique. Donc Jean-François Husson, on va essayer de terminer sur votre biographie, mais vous n'échapperez pas comme conseiller régional, surtout de la majorité. Une question sur Jean Rotner que je vous poserai un peu plus tard dans l'émission. Sur la première partie de l'émission, on va essayer de faire un peu de pédagogique, on va essayer de ne pas faire trop ennuyeux, mais peut-être d'expliquer déjà en quoi consiste le poste de rapporteur général du budget
Et comment se construit un budget finalement? Comment l'expliquer? Si je vous demandais d'expliquer en 2 minutes simplement à nos auditeurs. D'abord, je suis rapporteur général de la Commission des finances, puisque c'est le terme exact. Et dans les missions, il y a évidemment le temps fort, c'est l'élaboration du budget. Le budget de la France, le budget de l'État, il est composé de missions budgétaires, agriculture, défense nationale, logement, écologie. Voilà, on passe l'ensemble des missions du budget de l'État. Pour chacune de ces missions, vous avez un Combien cadre. de missions au total? On en a plus d'une trentaine, parce qu'il y a des subdivisions. Et pour chacune, vous avez des budgets qui sont fléchés au départ lorsque est présenté ce qu'on appelle, vous l'avez dit dans l'acronyme PLF, projet de loi de finances. Donc là, au mois de septembre, le 26 septembre, c'était pour l'année 2022, c'était pour l'année 2023. Le gouvernement présente sa copie, puis il y a l'examen dans un délai maximum de 40 jours à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle la première lecture, puisque... Puis ensuite, ça vient au Sénat dans un délai maximal de 20 jours. Et dans ces temps-là, vous avez la possibilité d'amender, ça veut dire de modifier. Mais vous n'avez la possibilité de le faire qu'à la marge, puisque il y a un principe, vous ne pouvez pas créer de dépenses publiques supplémentaires. Ça veut dire clairement que si on souhaite 1 milliard de plus sur une ligne budgétaire, mettons, on veut mettre plus d'argent sur la défense nationale, il faut le chercher ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, et dans ce cas-là, chacun, veille au grain. Il y a beaucoup de... Alors, il y a des moyens, il y a un peu des artifices, mais vous voyez qu'on ne peut faire bouger le budget qu'à la marge. Par contre, ça permet... On peut le faire bouger qu'à la marge. Est-ce que c'est alors le bicamérisme qui existe en France? Est-ce qu'il est vraiment utile finalement? Est-ce que c'est utile qu'il y ait 2 chambres qui se penchent sur le budget? Alors, je vais vous dire, je pense que c'est un débat qui s'est rarement posé, qui ne se pose pas plus d'ailleurs aujourd'hui. La plupart des démocraties, une écrasante majorité, sont avec 2 chambres. En plus, on a la chance, me semble-t-il, en France, d'avoir une chambre, la Chambre des députés, qui est avec une élection au suffrage universel, et puis le Sénat, qui est une élection au second degré, puisque ce sont les grands électeurs, on va dire pour l'essentiel les communes. Toutes les communes envoient... Tous les conseillers municipaux, au moins les maires et les adjoints. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a au moins un grand électeur par commune. Au moins un grand électeur par commune. Ce qui a donné, ça a donc assemblé la Chambre des communes à l'époque, puisque ça donne un avantage en nombre de représentation plus forte pour les territoires ruraux. Donc on a à la fois le critère de population pour l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs été corrigé pour donner plus d'homogénéité, qu'il y ait moins d'écart que par le passé. Et puis également au Sénat, où c'est plus, je dirais, ce sont les territoires, donc les 100 départements, mais je pense aussi l'espace. Puisque on voit bien aujourd'hui que quand vous avez plus de 80% de la population qui vit dans les villes, et que donc, ricochet, il y en a en gros 20% qui sont dans les territoires ruraux, on a évidemment proportionnellement plus d'élus de ces territoires. Et c'est important parce que ça permet d'avoir un travail en complémentarité. Et puis, en général, je pense que le mode d'élection dont on procède n'amène pas les mêmes profils dans les 2 assemblées. Donc, pour revenir au budget, est-ce qu'un budget, c'est déjà des chiffres ou c'est un habillage politique? Non, le budget, ça reste, et ça doit rester, des chiffres. Mais derrière ces chiffres, il y a le projet politique, les orientations prioritaires, les évolutions. C'est ça qui est, me semble-t-il, important. Donc, comment vous analysez le budget d'État de cette année? Comment ça s'est passé, là, concrètement, entre le Sénat et le gouvernement? C'est devenu tellement inédit. Après le premier quinquennat du président Macron, on est à nouveau dans des temps tout à fait nouveaux, inédits, où tout est bousculé. Il est parti sur, à mon avis, des bases non stabilisées. Je m'explique. C'était un budget de non-choix, puisque globalement, la plupart des missions budgétaires, à quelques exceptions près, mineures, notamment les anciens combattants, tous les budgets avaient des moyens supplémentaires.
Et le ministre Bruno Le Maire s'était d'ailleurs enorgueilli de dire, voilà, moi j'amène un budget, donc tout le monde est content. Bah oui, au départ, comme beaucoup disent, si j'ai des moyens supplémentaires, c'est mieux, enfin ça passera mieux. Le problème, c'est que en même temps, il avait déclaré, je vais maintenant demander aux parlementaires de faire des choix sur les économies. Mais non, la responsabilité de l'exécutif, il est en place pour ça, c'est de faire un choix de budget de combat, budget de développement, enfin, il l'appelle comme il veut. Donc, il y a des politiques, des sujets sur lesquels on dit on a mis beaucoup, maintenant il y a moins de besoins, etc. Donc, ce que vous dites, c'était à l'exécutif de faire ses choix, mais en même temps, il peut essuyer la critique, ce même exécutif, s'il fait ses choix d'entrée en amont, de dire qu'il ne laisse pas la main aux parlementaires. Les parlementaires se plaignent de ne pas être écoutés. Mais il faut faire les deux. Les plus et les moins. Ça, c'est la responsabilité exécutive. Et derrière, effectivement, les parlementaires, enfin, moi, je le dis assez tranquillement, puisqu'on a demandé, on avait dit qu'il fallait commencer à faire des économies, parce que le réveil va être douloureux, hein. Oui. Avec la dette, alors 3 000 milliards, ça dépasse, je dirais, toutes les proportions que tout à chacun peut avoir en tête. On peut donner ce que ça donne en dizaines de milliers d'euros par Français. C'est 116-120% du produit intérieur brut. Oui, mais tout ça paraît tellement énorme et disproportionné que finalement, c'est d'ailleurs inquiétant. Ça quand on dépasse les 100%, ça parle. Normalement, il faut plutôt être à 60%. Oui. Voilà. Donc, de mon point de vue, c'est aujourd'hui très préoccupant. Donc, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était compliqué, cette année, plus compliqué que les années précédentes ? Parce que vous avez un peu de recul maintenant dans vos fonctions de rapporteur de la Commission des Finances. On a fait le choix, parce qu'il y a quand même un phénomène nouveau. Vous avez aujourd'hui, le phénomène nouveau, c'est d'avoir une Assemblée nationale improbable. Souvenons-nous, le président de la République est reconduit dans ses fonctions. Et au soir du premier tour, les résultats laissent entendre que ça devrait bien se passer, qu'il y aurait globalement entre 20 et 40 députés pour le Rassemblement national et une vingtaine pour la France insoumise. Et en fait, le scrutin majoritaire, en une semaine, entre le premier tour et le deuxième tour, les Français ont choisi de ne pas donner la majorité absolue au candidat du président de la République. Est-ce qu'on peut dire que le scrutin majoritaire, c'est proportionnalisé, comme certains l'ont dit ? Mais c'est mieux que ça. Il a fait mieux que la proportionnelle, que ce qu'on aurait pu imaginer que la proportionnelle puisse produire. Et donc, c'est le choix des Français. Et je pense que ce choix des Français, on peut penser qu'il est bien, pas bien. Les Français se sont exprimés librement. Il nous appartient à tous, chacun dans nos domaines de responsabilité, avec la feuille de route qui nous est donnée, une majorité relative, et je dirais très relative à l'Assemblée nationale, une majorité de, comment dirais-je, politique différente et solide au Sénat, de trouver les voies et moyens pour permettre à la France de trouver une voie peut-être différente de la seule voie majoritaire. Et ce travail-là, il est important. Donc concrètement, comment ça s'est passé avec la majorité du Sénat ? On a l'impression que le dialogue était plus facile qu'à l'Assemblée nationale. Oui, mais parce qu'à l'Assemblée nationale, quand vous maniez le 49.3, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vécu comme le nouveau calibre. Ça va pas, hop, on sort son 49.3. Et donc, ça donne le sentiment quand même aux Français qu'il y a, je dirais, un manque de démocratie. C'est un outil constitutionnel, donc ça ne se discute pas. Il n'y a pas de problème. Et simplement, on voit bien que ça limite le débat parlementaire à l'Assemblée nationale, où d'ailleurs c'est beaucoup plus... forcément beaucoup plus tendu qu'au Sénat, où on a plus le sens des nuances. C'est plus haut dans le ton et ça monte plus vite dans les tours. Au Sénat, c'est différent, mais enfin, au Sénat, ils sont un peu plus de 20 réellement de la majorité aujourd'hui Renaissance sur 348. Donc on peut comprendre que la situation n'est pas la même. Et donc, on a deux assemblées avec deux images de la France différentes et qui ne sont qu'un reflet de l'opinion. Pour nous, photographie 2020, pour l'Assemblée, photographie 2022, avec une France qui s'est beaucoup abstenue. Et tout ça, on doit aujourd'hui l'intégrer. On a évidemment une part de vérité.
personne n'en a volé la responsabilité qu'on exerce à personne, mais il faut qu'on ait la lucidité de se dire défendons nos idées, nos convictions, mais attention, il y a un Français sur 2 qui ne s'est pas exprimé, et donc pour le travail budgétaire, ça a amené le gouvernement à travailler complètement différemment de ce qui s'était passé les 2 années précédentes avec la majorité sénatoriale. Au Sénat, je peux vous le dire, j'ai reçu à plusieurs reprises dans mon bureau et à leur demande le ministre du Budget, le ministre des Comptes publics. On a eu des réunions de travail, ce qui ne s'était jamais vu. Avant, la majorité absolue à l'Assemblée balayait d'un revers de main le travail du Sénat. Vous vous sentez plus utile aujourd'hui, là ? Mais je pense que nous devons être plus utiles pour la démocratie et pour faire réussir la France. Justement, vu ce que vous me dites, si je vous demandais un premier bilan, vous êtes sénateur là, depuis donc, 2011, donc vous avez vraiment le recul nécessaire pour avoir un jugement. Qu'est-ce qui vous a le plus satisfait ? Qu'est-ce qui vous a le plus réjoui ? Et qu'est-ce qui vous a le plus déçu là ? Vous voulez dire cette année ? Sur votre mandat, oui, non, mais depuis 2011, comme ça, si on fait le bilan sénatorial sur... Si je regarde, finalement, c'est un peu, alors je dirais, une forme une forme d'opiniâtreté et de travail sur mon département et au Sénat qui m'a permis d'obtenir la reconnaissance des miens par un vote interne démocratique dans ma famille politique des Républicains qui finalement consacre une valeur à laquelle je crois, c'est de pouvoir, c'est la réussite par le travail, par l'effort, par l'écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est même cette satisfaction. Beaucoup de députés reconduits aux dernières élections de 2022 l'ont également ressenti, je dirais, dans différentes familles politiques. Les élus qui mouillent la chemise, qui sont accessibles, qui sont présents, qui font le job, je dirais, je pense, ont cette fois-ci obtenu la reconduction de leur mandat plus facilement que dans le passé où la vague emportait tout. Et là, on voit bien que la réélection du président de la République n'a pas entraîné de vague, on aurait dit En Marche et Renaissance, parce que tout ça, il y a eu un petit peu de la recomposition d'un parti créé il y a 5 ans qu'on a fait disparaître pour en créer un le lendemain. Bon, enfin, c'est un autre sujet, mais quand même, ça montre bien que la vie politique est aujourd'hui grandement fragilisée. Elle est entre la fragmentation et l'émiettement. Donc, si c'était à refaire, si votre carrière politique était à refaire, est-ce que vous referiez déjà de la politique et vous la referiez de la même manière ? De la même manière, je ne sais pas, mais je suis assez, comment dirais-je, à ce stade, finalement, je suis satisfait parce que je ne voulais pas faire de la politique, mon métier, n'en dépendre dès le début. Donc j'ai travaillé effectivement 3 ans comme collaborateur avec le général Bijard, 2 ans avec Claude Gaillard, et j'ai choisi de m'investir. Je voulais une réussite par moi-même, c'est-à-dire je voulais vivre la vie. J'ai choisi d'être une profession libérale, de contact. D'ailleurs, je le dis toujours, pour moi, le métier de l'assurance est assez compatible et assez conforme au code de la relation que nous devons avoir avec nos électeurs, par la proximité, par le contact, tenir parole, être présent, répondre aux besoins. Et finalement, voilà, j'ai passé un peu plus de 20 ans et je suis rentré, puisque j'ai repris un camion d'essence en 91. En 98, j'ai eu la possibilité de rentrer au département où j'ai été élu au Conseil général. Donc j'ai fait 2 métiers et j'ai toujours joué carte sur table. À chacune des élections où je me suis présenté sur mon nom pour le Conseil général, j'ai expliqué aux électeurs du canton de Nancy-Ouest que je voulais rester avec mon métier, ancré dans la réalité de la vie quotidienne, et qu'il m'appartenait à moi de m'organiser. Aujourd'hui, je vais vous poser la question, mais vous m'avez déjà donné partiellement la réponse, un peu de façon implicite. Il se trouve qu'à l'automne, il y a des sénatoriales. Enfin, la Meurthe-et-Moselle fait partie des départements concernés, puisque c'est un renouvellement par moitié tous les 6 ans au Sénat. Donc,
C'est Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, pardon. C'est donc effectivement, c'est donc le tour de la Meurthe-et-Moselle. Vous êtes candidat, de nouveau candidat. Vous êtes prêt à repartir là, pour un tour Effectivement, c'est une surprise pour personne. Je pense que j'ai encore d'abord des choses à proposer. Il y a du travail à faire, que ce soit d'ailleurs au Sénat comme en Meurthe-et-Moselle. Comme à côté également à la région, mais la question porte sur le Sénat. Oui, parce que je pense que nous avons aujourd'hui, il faut, dans la configuration actuelle d'une majorité relative à l'Assemblée nationale, je pense que, vous le disiez, le bicamérisme doit apporter davantage et doit nous permettre de sortir par le haut la France des difficultés dans lesquelles elle se trouve. Par un sujet qui, à mon avis, est devant nous, c'est de trouver les voies sur une base d'une cohésion nationale préservée, de la cohérence de certains projets et d'une forme de concorde républicaine. Concorde républicaine, c'est un mot que je vais employer davantage, parce qu'aujourd'hui, les Français ne veulent pas d'un abandon, ils ne veulent pas d'une France en désordre. Ils aspirent à ce qu'on trouve et on propose des solutions. Et vous pensez que les Républicains sont en position pour les proposer ? Je vais vous poser la question parce autant que d'autres. Sur le bicamérisme qui a connu une forme d'expression un peu particulière chez les Républicains, puisqu'il y avait vraiment une concurrence forte, on va en rester même au duel du deuxième tour pour l'élection du nouveau président des Républicains, entre un député, donc Éric Ciotti, et un sénateur, M. Retailleau. Vous aviez fait le choix, comme sénateur, de soutenir Bruno Retailleau ? Oui. Oui. Donc, on peut dire que c'est une sorte de bicamérisme à la version LR. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça derrière Non, je ne crois pas, mais vous savez, je pense qu'il faut... Et qu'est-ce qui va en rester ? Est-ce qu'il va y avoir finalement une entente ? Est-ce qu'on peut dire que finalement Ciotti et Retailleau sont plus proches l'un de l'autre, que c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc ? Je pense qu'il y a des vraies différences alors je vais vous dire, je pense que ce n'est pas le sujet, je vais expliquer ou ce n'est pas le seul sujet. Voilà. Aujourd'hui, les partis politiques, il n'y a aucun parti politique qui aujourd'hui est en bonne santé. Ils ont structuré... Ça, tout le monde va être d'accord, c'est le constat. Là. Oui, mais sauf qu'avant, il y a moins de 10 ans, ce n'était pas le cas. Le quinquennat, les évolutions peut-être de la société font qu'aujourd'hui, la représentativité de l'engagement public, qu'il soit politique, syndical, parce que les syndicats vivent les mêmes difficultés. Vous voyez aujourd'hui que c'est... je dirais des collectifs. Des collectifs. Voilà, on a eu les Gilets jaunes, vous voyez, avec les médecins. Donc, il faut se poser la question. Ça veut dire que notre système de corps intermédiaire, il est certainement aussi sclérosé. Donc, qu'est-ce qui cloche justement ? C'est la sclérose des partis politiques ? C'est le manque d'idées C'est tout. Je pense qu'il faut essayer d'analyser. Moi, je pense qu'il faut aller sonder, je dirais, les reins et les cœurs, et il faut faire de la sociologie et de la sociologie politique. On a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer dans nos sociétés. Alors on dit aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il y a un repli sur soi, les Français, quelle que soit leur responsabilité dans tous les métiers, vous avez des pénuries d'emplois, les personnes changent beaucoup plus facilement de métier, d'orientation. Alors on dit parfois c'est parce qu'elles veulent donner du sens à leur métier, c'est parce qu'elles veulent vivre des expériences différentes. Et par rapport à ça, on parle beaucoup de quête de sens. Est-ce que la question est vraiment nouvelle ? Je crois qu'elle est plus exprimée aujourd'hui, mais je pense qu'on n'a pas toutes les réponses. Parce que je crois qu'il faut essayer, je dis bien, de comprendre ce qui sous-tend tous ces changements. Et on manque, je le crois moi, on manque d'études sociologiques qui permettent d'identifier, parce que finalement ce sujet... il est à peu près où il est dans la droite ligne, par exemple, d'une opposition entre les territoires, entre les métropoles, comme on dit, ou la France des villes, et puis celle des territoires ruraux. Alors, vous avez la grande ruralité. Enfin, moi, je pense que sur tout ça, à chaque fois qu'on a ce type de débat, on les pose, à mon avis, de manière incomplète.
puisqu'on n'essaie pas de comprendre tout ce qui sous-tend ces rapports, qui sont des rapports de division, là où on a besoin de cohésion, qui sont des rapports de soustraction, là où on a besoin d'additionner. Avant de passer à la pause musicale, peut-être une question sur le plan politique, sur le plan partisan. Vous ne m'avez pas répondu quand je vous ai demandé si Retailleau et Ciotti, le même personnage ou pas, les mêmes valeurs. Vous venez, vous l'avez rappelé, de l'UDF à l'origine, vous définissez comme de centre et de droite. Est-ce que vous vous sentez encore à l'aise aujourd'hui chez les Républicains de Ciotti, qui promeut la candidature présidentielle de Laurent Wauquiez? D'abord, je pense que c'est trop tôt sur ces choix, mais c'est un point de vue. J'étais plutôt favorable, je le dis, moi, au processus de primaire. Je dois constater qu'il n'a pas produit les meilleurs effets. Je ne dis pas les meilleurs résultats, je dis bien les meilleurs effets. Donc, je pense qu'il revient aux partis politiques de réinvestir le champ politique, et s'ils arrivent à le réinvestir, évidemment, de proposer des modalités nouvelles, mais des modalités nouvelles. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que la priorité, ce soit de dire la solution pour, mettons, les prochaines présidentielles en 2027, c'est de faire comme ça, une ligne droite. Je pense que c'est trop tôt. J'ai cru comprendre que Ciotti mettait un peu d'eau dans son vin, là, que ce ne sera peut-être pas aussi clair, finalement il y aura peut-être une élection interne. Moi, je pense que... Un vote interne. Je pense que pour l'instant, il nous faut travailler. Et je suis, enfin, vous disiez tout à l'heure un homme de la terre, j'essaie d'être pratique et pragmatique. Alors évidemment, parfois j'ai des convictions, parfois même je pense des certitudes, et certaines de mes certitudes, parfois elles volent en éclats, enfin il faut pouvoir le reconnaître. Et donc je pense que il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Parce que je vois quand même une chose, moi aujourd'hui, il y a une forme de désintérêt, il y a une défiance, il y a même en ce moment une espèce de sourde résignation dont je me méfie, parce que celle-ci, je fais le pari qu'elle va se traduire un moment par un choix des extrêmes. Et là, dans mes combats, peut-être dans un de mes premiers combats, c'est non au choix des extrêmes, oui à un travail entre l'ensemble des Françaises et des Français qui ont envie de trouver, de construire des solutions. Moi, je n'ai pas envie qu'on ait, je dirais, des tensions sociales, et peut-être des guerres civiles. Les Gilets jaunes, je me souviens très bien du début des Gilets jaunes à Paris. C'était glaçant. Jean-François Husson, on va revenir justement sur les tensions sociales. Après, peut-être une respiration musicale qui est tout un programme, puisque c'est Gloria Gaynor qui nous chante « I Will Survive ». Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous sommes en compagnie du sénateur Les Républicains Jean-François Husson. Nous venions d'évoquer un peu le climat, qu'il appelait d'émiettement, la sourde résignation qui sentait en France. Ça va nous permettre de prolonger un peu le débat sur la politique nationale, et notamment à propos d'une forte question d'actualité, des retraites, puisqu'aucun commentateur, aucun expert n'est capable de dire s'il va y avoir une réaction forte ou une résignation, ou finalement un accord sur la réforme des retraites. Le Sénat a voté, la majorité sénatoriale a voté à plusieurs reprises pour un report de la retraite à 65, il y a même certains qui demandaient même 67 ans. Donc vous êtes plutôt d'accord avec la réforme du gouvernement? C'est pas 65 ni 67, c'est 64. Moi, je pense depuis longtemps que le choix de François Mitterrand en 1981 d'accorder la retraite à 60 ans était une décision funeste. Je le dis, le mot est fort, et je pense qu'il allait à l'encontre des intérêts du pays et surtout à l'encontre des intérêts des Français eux-mêmes. Pour quelle raison je dis ça? Aujourd'hui, les Français se disent, je pense qu'ils ont raison, on a un héritage d'un système de répartition pour la retraite. C'est-à-dire, quand vous êtes en activité professionnelle, vous payez les cotisations de celles et ceux qui sont en retraite. Et lorsque vous arrivez à l'âge de la retraite, vous bénéficiez par les actifs. Sauf que entre le système qui sort de la libération avec beaucoup d'actifs et peu de retraités, le système est, je dirais,
est intéressant parce que les cotisations sont d'abord pas forcément trop élevées. Avec un principe, c'est la retraite par répartition. Voilà, c'est ça la répartition. Hein, voilà. C'est pour ça que je le dis. Et quand vous arrivez aujourd'hui, écoutez dans l'opinion, le nombre de personnes qui arrivent à la retraite disent « mais moi j'ai cotisé toute ma vie, j'ai droit ». Je rappelle juste que la répartition, ça n'est pas la capitalisation. Donc, quels doivent être nos objectifs ? Améliorer le sort des retraités avec une priorité, ou plusieurs, mettre plus de justice, plus d'équité, être attentif ce que j'appellerais aux retraites les plus modestes, pour regarder et comprendre pourquoi elles sont modestes, parce qu'il faudra bien corriger le système. Est-ce que... Donc de porter le minimum retraite à 1 200 €, c'est une mesure qui vous convient. Mais le montant à cette heure, je ne vais pas vous dire 1 200, 1 150, 1 300. Mais c'est une bonne idée. Ben, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui... Enfin, il faut se mettre à la place des personnes qui, aujourd'hui, ont des retraites inférieures à 1 000 €. J'ai le sentiment qu'il y a un manque de dignité. Alors mais c'est pour justement, la question de cette mesure ne soit appliquée qu'aux futurs retraités et non pas aux retraités déjà actuels. Est-ce qu'il faut l'appliquer à tout le monde ou il faut y aller progressivement ? Je pense qu'il faut aller plus au fond des choses. Vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui la question d'énergie. Il faut regarder et il faut pouvoir échanger de manière objective et transparente pour justement procéder aux arbitrages. Est-ce que c'est la question des carrières courtes ? Est-ce que c'est la question, par exemple, des personnes seules qui ont donc moins travaillé sur des métiers, alors qu'ils peuvent être sur... Mais vous, votre avis, est-ce qu'il faut universaliser la mesure tout de suite ou pas ? La mesure de revalorisation du minimum de retraite. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord d'amener progressivement à un temps plus long de cotisation. Je pense également qu'il faut être attentif, je le dis... Au-delà de 43 ans ? Non, pas forcément. Non, je pense que... Mais c'est pour ça... Si on en a eu tellement de... Non, mais la question est concrète, Jean-François. Est-ce que, aujourd'hui, comme sénateur, vous êtes prêt à voter la réforme proposée par le gouvernement telle qu'elle est aujourd'hui ? Je suis désolé, mais aujourd'hui, elle n'est pas connue. Enfin, il ne vous a pas échappé que la Première ministre, semble-t-il, a demandé et obtenu du président de la République un délai supplémentaire. Je rappelle quand même que quand les... d'indices, oui, elle sera connue le 10 janvier. Il y a un certain nombre d'indices quand même qui... J'attends... Enfin... On a voté, on pourra y revenir, on n'y reviendra pas, mais on a voté, nous, des mesures en faisant confiance au gouvernement, en n'ayant pas le détail, notamment sur l'énergie. On voit le résultat aujourd'hui. Moi, tant que je n'ai pas les éléments, je rappelle quand même que sous le quinquennat précédent, ça devait être une réforme systémique. Tout ça a volé en éclats. Les mêmes qui le demandaient, aujourd'hui, proposent autre chose. Donc, moi, je pense, je le redis, je pense qu'il y a besoin d'abord... Face au changement de pied, prudence, quoi. Prudence, méthode, écoute, travail avec je pense que les syndicats, et puis c'est pas tout à fait la même chose non plus quand vous êtes dans la fonction publique que quand vous êtes dans le privé, quand vous êtes travailleur indépendant ou dans les professions libérales, vous avez aujourd'hui un certain nombre de professions qui ont des régimes qui sont... Mais qu'est-ce qui vous gêne surtout ? C'est ces questions de fond, de ne pas avoir suffisamment d'informations, ou s'il n'y a pas un problème politique aussi de positionnement de LR, qui veut pas à la fois, qui veut exister en tant que parti, mais qui veut pas être ni la roue de secours, ni la béquille, la béquille du gouvernement, mais en même temps qui... vous l'avez dit, le Sénat a voté plusieurs propositions pour 64 ans. Il y a même des parlementaires, et non des moindres, qui avaient même proposé 65 et 67. Mais hors motion, ça je vous l'accorde. Donc aujourd'hui, est-ce que vous seriez compris si vous votiez contre ? Je pense pas. Moi, j'ai pas de. J'attends de voir la copie, de la corriger. Moi, j'ai pas de problème. Cette mesure, le fait il y a deux choses. Il y a la retraite par répartition. Je l'ai dit. Je pense qu'il faut qu'on cotise un peu plus longtemps. Voilà, progressivement. L'objectif 64 ans. Mais je pense aussi que si on veut être honnête et dire la vérité aux Français, il faut imaginer de mettre en place un système de capitalisation individuelle. Ça existe, par exemple, pour des garanties additionnelles obligatoires pour les fonctionnaires. Il y a des régimes comme ça. Je vais vous dire, ça fonctionne bien. C'est pas toujours très performant. Hein. Si, bien sûr que si, c'est les plus performants. C'est ça. C'est pas ce que disent tous les fonctionnaires, tout dépend au grade et à la rémunération. Je vais juste vous dire,
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, avec qui je m'entretenais du sujet il y a moins de 15 jours. Le fonds de garantie des retraites géré par la Caisse des dépôts et consignations, sur 30 ou 40 ans, j'ai un tout petit doute sur, je ne sais plus si c'est 30 ou 40 ans, rendement moyen annuel 4%. Donc aujourd'hui, c'est le luxe. Non mais voilà. Donc sur 40 ans. Donc je pense, et je pense, moi, quand je dis ça, je vais vous le dire, je pense surtout aux retraites pour les plus modestes. Parce que c'est plus difficile pour les gens qui ont des retraites aujourd'hui les plus basses. Mais on dit que la capitalisation, c'est plutôt pour ceux qui ont des revenus. Quand même, mais non, mais justement, non. Si vous la rendez obligatoire, comme ça existe. Donc ça fait une cotisation supplémentaire. Mais il faut regarder. Oui. Alors vous avez deux possibilités. Soit une cotisation supplémentaire, soit vous dites comment on reste à niveau équivalent. Et vous fléchez différemment. Ben bien sûr. Non, mais c'est pas un gros mot. Et surtout, dans ce cas-là, le cotisant, il connaît, il a chaque année, il a un acquis garanti. Parce que la retraite par répartition, le jour où vous avez un déséquilibre, et vous n'avez qu'à en parler aux enseignants, ils ont, et à d'autres qui sont fonctionnaires, qui ont des retraites dites complémentaires par répartition, quand il y a un déséquilibre, on vous dit c'est moins 20%. Et là, les personnes hurlent. Est-ce que le vrai problème, c'est pas parce qu'il n'y a jamais eu de vraie réforme des retraites, notamment des régimes spéciaux là? Il y a ça aussi. Si vous voulez, vous avez une diversité, mais bon, quand on regarde aujourd'hui un certain nombre de grévistes qui, quand même, perturbent bien le système des déplacements mobilité des Français, et que le gouvernement et donc le contribuable, enfin l'État et donc le contribuable abondent, on peut, voilà, ça pique et ça irrite certains. Là, il nous reste en gros 10 minutes à partager, à nous entretenir. Jean-François Rousseau, on va avancer sur un certain nombre de sujets. Il va y avoir quand même une actualité parlementaire assez chargée, un ordre du jour assez chargé. Il y a notamment des lois sur le réchauffement climatique et très bientôt sur l'immigration. Sur le réchauffement climatique, tout d'abord, est-ce que le gouvernement peut être taxé d'inaction climatique ? Oui. Malheureusement, je l'ai dénoncé. Il suffit, il n'y a qu'à prendre la dernière bourde du président de la République dans ses vœux, qui explique qu'on ne pouvait pas prévoir. S'il dit ça, c'est un aveu personnel d'échec et je dirais d'une certaine forme d'incompétence. Il a demandé à la Nancéenne Valérie Masson-Delmotte, qui est quand même une personnalité éminente, reconnue dans la communauté scientifique, qui est venue expliquer, mais à leur demande, au gouvernement, puis aux députés qui le souhaitaient en quelques moments, les enjeux du réchauffement climatique. Et badaboum, quelques jours après, il vous dit, mais c'est la même erreur que sur le nucléaire, où il a mis ses pas pendant le quinquennat dernier dans ceux de François Hollande, en expliquant que le nucléaire, c'était des vilains, tout ça, c'était fini, c'était la fin du monde. Et puis, vous avez des tensions qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine. Je rappelle que la crise énergétique a débuté 6 mois plus tôt. Et aujourd'hui, il laisse entendre que l'électricité d'origine nucléaire serait parée de toutes les vertus. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention parce que dans nos difficultés du jour, il y a ces non-choix, il y a ces renoncements. Vous savez très bien, je suis attaché aux enjeux de pollution atmosphérique. Eh bien, il ne s'est rien passé depuis le rapport de 2015, juillet 2015. J'ai interpellé X fois, je vais vous dire, j'ai interpellé les ministres, j'ai proposé de les rencontrer, ils ne m'ont jamais reçu. Voilà, ils balayent d'un verre de main. Voilà. Alors, je suis content quand même, cette année, en fin d'année, dans le dernier budget, j'ai obtenu, ce qui est une première depuis plusieurs décennies, ça n'était jamais arrivé, j'ai obtenu que l'État subventionne la remise en état notamment des réseaux d'adduction d'eau, justement, qui mettent 50 millions d'euros de plus pour aider les territoires à ce qu'il y ait de moins en moins de fuites, parce que vous savez que l'eau est un bien rare et que c'est quand même bête de se dire qu'il y a des endroits... On arrive parfois à certains 40% de fuite. Oui, mais voilà, vous tirez 100 litres d'eau, il y en a 40 qui... Enfin, c'est un moment où on explique que c'est un bien commun. Enfin, je pense, et il a fallu que je me batte. Alors, je suis content, ça produit des effets, je continuerai de le faire. Ces enjeux écologiques, c'est des enjeux de vie. C'est des projets magnifiques. C'est ce qui doit nous amener à modifier la manière dont, aujourd'hui,
notre vie est organisée, dont la production également est organisée. Autre grande loi qui va être discutée, c'est la loi sur l'immigration, qui est la 20e loi là, en 40 ans, je crois, ou un peu plus, 50 ans. Est-ce que la France sait aborder correctement, de façon sereine, ce dossier, justement, quand on voit la différence, par exemple, d'accueil entre les réfugiés accordés aux réfugiés ukrainiens et l'accueil qui était réservé précédemment aux réfugiés syriens ou irakiens? Dans votre question, il y a la réponse. Quand vous faites en une vingtaine d'années ou un quart de siècle, une dizaine de lois, ça veut dire que l'histoire bégaye, qu'on essaie de colmater ici, de répondre là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Qu'est-ce que au risque de... Vous savez, moi, j'étais favorable au débat qu'avait voulu engager en 2007 Nicolas Sarkozy sur la question... Alors, ça avait fini de l'identité nationale, mais en fait, sur la question de la société française. À la fois, comment elle s'est constituée, et aujourd'hui, comment les différentes vagues migratoires se sont intégrées, comment, mettons, les petits-enfants de la vague migratoire des années 50 se sentent aujourd'hui et sont parfois un peu en rébellion. Qu'est-ce qu'on a loupé? Comment, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut corriger? De quelle manière, qu'est-ce qu'on doit demander à celles et ceux qui veulent venir travailler en France? Moi, j'ai connu ces vagues migratoires. Enfin, mes parents, nous, dans notre ferme, on a eu des ouvriers espagnols, d'autres avaient des Polonais, on a eu des Portugais. Ils venaient, évidemment, ils apportaient de la main-d'œuvre. Et on voit bien qu'on a besoin, d'abord, à l'échelle de la planète, vous voyez bien qu'il y a des endroits où ça chauffe également. Et donc, si on a une vision suffisamment humaine des choses, il faut bien regarder avec objectivité et créer des conditions objectives, acceptées parce que débattues et partagées. Et pour ça, je pense qu'on ne peut pas rester dans une forme d'isolement politique. Je pense que pour en sortir, il faut travailler de manière à 360 degrés. Mais uniquement au niveau national, en parlant d'identité nationale ou en parlant d'Europe quand même? Je pense que, comment dirais-je, c'est évidemment les deux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on raisonne à l'échelle des continents et je pense, moi j'ai toujours pensé que la France et l'Europe doivent avancer de concert. On ne peut pas... ceux qui pensent aujourd'hui... On sent bien que c'est difficile au niveau européen. Oui, mais il nous faudra du courage. Et la difficulté... Et pour moi, la difficulté, c'est pas... Enfin, le sujet, c'est pas Europe fédérale ou confédérale. J'ai toujours plutôt été pour une Europe confédérale. Est-ce qu'il faut encore l'unanimité? J'en suis pas sûr. Mais il faut évidemment créer les conditions de majorité suffisamment forte parce que il faut que chacun bouge. Donc justement, puisque vous parlez de l'Europe, je pensais aborder la question quelques minutes plus tard sur le conflit ukrainien, enfin l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Est-ce que la France, à votre avis, fait suffisamment? Est-ce que cette aide va pouvoir rester pérenne, ou tout au moins tant que la guerre continue? Parce que là, on ne sent pas pour l'instant personne avec des conditions pour s'installer à la table des négociations. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique est bien préparée là-dessus, bien informée, pour qu'il n'y ait pas un retournement de situation qui pourrait être funeste? C'est bien difficile de se prononcer. Vous voyez, il y a des fois où on a plus de matière ou de certitude, parce que je pense que personne n'imaginait le retour de la guerre aux portes de l'Europe. C'est arrivé, je crois, le 24 février 2022. Vous voyez, ça fait même pas un an. Là aussi, ça a un côté glaçant. Moi, je me souviens, puisque quand j'étais étudiant, on avait encore le mur de Berlin. 89, ce sentiment de liberté, cette ouverture des frontières. La fin de l'histoire. Voilà, le monde est un village. Les échanges internationaux avec, on voit bien aujourd'hui, certains considèrent qu'il y a des excès, que c'est trop libéralisé, mais évidemment, on n'arrivera jamais à revenir en arrière. Et puis, malheureusement, la volonté ou le choix des hommes, c'est vrai. Alors, comme c'est sur notre continent, ça nous touche, ça rappelle quand même le 20e siècle
avec les deux guerres mondiales, ce qui n'était jamais arrivé Donc, dans l'histoire. est-ce qu'aujourd'hui la France fait suffisamment ou est-ce qu'il faut encore faire plus pour aider l'Ukraine? Il faut que la France, dans La France qui l'Europe, vient de livrer des chars légers, Oui. d'ailleurs. dans l'Europe et avec l'Europe, fasse plus. Mais aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que la défense nationale avait des moyens. Elle était, comme on dit, à l'os. Moi, je me souviens, il y a 35 ans, Bijard avait un principe. Le budget de la défense ne doit jamais être inférieur à 3% du PIB. On n'est pas tout à fait à 2 et on était allé en dessous. Donc on a aussi, pour notre protection et notre souveraineté française, parce qu'on est un pays qui a encore une défense nationale, on a en ce moment, le gouvernement d'ailleurs, tient la feuille de route de la loi de programmation pour mettre davantage de moyens. Maintenant, on va passer au questionnaire de Proust. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. On va rester un peu dans l'histoire avec la première question. Quel est votre personnage historique de référence? Aujourd'hui, je dirais plutôt quelqu'un comme De Gaulle. Et si je vous demandais l'homme politique de référence actuel? Non, je ne dirais pas actuel. Moi, il se trouve que c'est Vous en Simone avez pas, Veil. aujourd'hui. Si, c'est Simone Veil parce que c'était mon premier vote en 79 pour l'élection au suffrage universel au Parlement européen et parce que je pense que c'est une femme qui personnellement rayonnait et politiquement a fait des choses assez exceptionnelles. Elle a un parcours qui parle pour elle, son parcours personnel de femme, son parcours de mère de famille et son parcours politique avec des choix difficiles. On l'a vu sur l'avortement, les blessures à la tribune où vous êtes ébranlé physiquement. Vous avez finalement la carapace humaine qui est percée avec des sanglots dans la voix. Voilà, c'est les grands moments. Je vais vous demander maintenant votre couleur préférée. Le bleu. Le mot que vous détestez le plus? Moi, je dirais la bêtise. Et celui que vous préférez? Ensemble. Maintenant, peut-être la question surprise que vous n'avez jamais dit publiquement et que vous seriez prêt à dire maintenant. J'ai pas de question surprise particulière. En général, j'exprime les questions, les opinions, les doutes. Spontanément, comme ça, je n'ai pas de question qui me vient à l'esprit. Maintenant, on va faire vite parce que je vais me faire tirer les oreilles comme d'habitude parce qu'on est en retard, mais j'ai juste une petite question post-it qu'on n'a pas le temps d'aborder. Vous êtes aussi conseiller régional, disais-je. Comment vous interprétez le départ de Jean Rotner là? Je l'interprète comme le choix d'un homme et qui bouscule, parce que c'est un choix dont j'ai compris qu'il était un choix personnel et qui bouscule, je dirais, le système institutionnel et en tout, par le fait qu'il intervient moins de 2 ans après son élection. Donc ça ne laisse pas complètement indifférent. Maintenant, on est en train de, la semaine prochaine... Une déception pour vous? C'est pas une déception. Moi, d'abord, je respecte le choix des hommes et des femmes. Je n'ai pas cherché à en savoir plus parce que je pense qu'il faut, si vous voulez, il faut garder une forme de réserve, de pudeur. Si, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, Jean souhaite dire davantage sur les explications, parce que j'ai bien compris, dans le communiqué initial, il a dit ça va surprendre et les commentaires ne manqueront pas. Je ne veux pas ajouter du commentaire qui pourrait apparaître déplacé quand je n'ai pas tous les éléments pour comprendre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être, je dirais, dans le droit fil et à la hauteur du rendez-vous qu'on a pris et des engagements qu'on a pris avec les électeurs au moment des élections. C'est ce qui m'anime prioritairement. J'ai toujours essayé de le faire, alors avec à la fois de l'humilité. Franck Leroy, qui fait partie et qui est un macroniste, sera un bon candidat? Franck Leroy, il a défendu, vous savez, son parcours, il est assez simple. Alors lui, il vient également de l'UDF, notamment du CDS.
Et puis il y a eu des parcours, il a été amené à soutenir Alain Juppé, puis à soutenir Emmanuel Macron. Enfin, moi, je vais vous dire... Vous avez soutenu Alain Juppé j'ai soutenu Alain Juppé. Les juppéistes, ils sont devenus macronistes, sauf vous Non. Vous savez bien que c'est pas aussi réducteur. C'est pas aussi réducteur. Et je pense qu'il faut d'abord être soi-même. Et moi, vous savez, j'ai dit on va rester sur cette parole. Je vous remercie, Jean-François Husson. Terminé avec un petit début de Shostakovich, concerto numéro 2, Allegro. RCN, www.rcn-radio.org